0. L'anglais de tous les jours est bien plus bête que vous ne le pensez. Derrière les mots que vous lancez négligemment se cachent des souris mortes, des bikinis explosifs, des gobelins et, oui, des testicules. Aujourd'hui, nous décortiquons 33 mots aux origines si ridicules que vous ne les utiliserez plus jamais avec sérieux. 1. Bon, débarrassons-nous de celui-là immédiatement. Chaque fois que vous payez joyeusement une somme ridicule pour un toast à l'avocat, vous participez à une blague linguistique qui dure depuis des siècles. Le mot vient du terme nahuatl aztèque ahuacatl, qui se traduit directement et sans ambiguïté par testicule. Les Aztèques n'étaient ni subtils ni poétiques. Ils voyaient ce fruit bosselé pendre souvent par paires à l'arbre et l'appelaient exactement par ce à quoi il ressemblait selon eux. C'est un niveau de dénomination simple et littérale que notre monde moderne et compliqué a malheureusement perdu. Ainsi, votre brunch sain, délicieux et digne d'Instagram est, étymologiquement parlant, une assiette de testicules écrasés sur du pain grillé. Soudain, cette note de 15 $ semble non seulement chère, mais profondément et personnellement offensante. 2. Les anciens Romains passaient d'un clairement beaucoup trop de temps à la salle de sport du Colisée, car ils sont responsables de l'origine ridicule du mot « muscle ». Ils ont décidé que la façon dont un biceps ondule et se contracte sous la peau ressemblait exactement à une petite souris, ou musculus en latin, qui détale. Là où nous voyons la force, la puissance et la discipline, ils voyaient un minuscule nuisible poilu fuyant un chat. Alors, ce bodybuilder dans le coin, grognant en soulevant un poids de la taille d'une petite voiture, aux yeux de l'histoire, il cultive simplement une famille de rongeurs terrifiés dans ses bras. Il est impossible d'être intimidé par le physique de quelqu'un une fois que l'on réalise que ses gains massifs ne sont qu'une infestation de souris bien développées, alimentées par des shakes protéinés et des compléments douteux. 3. Vous considérez la tragédie comme le sommet de l'art dramatique, un genre rempli de pertes profondes, de héros shakespeariens et de chutes catastrophiques. L'histoire, cependant, pense qu'il s'agit d'animaux de ferme. Le nom grec original du mot, tragoidia, signifie littéralement « chant du bouc ». Non, ce n'est pas une métaphore pour un son triste. Cela signifie chant. Du bouc, les historiens débattent encore de la raison. Un bouc était-il le grand prix d'un festival de théâtre? Les acteurs portaient-ils des peaux de bouc et bêlaient-ils leurs répliques? La vérité est perdue, mais le fait stupide demeure que tout le concept de la tragédie de haut vol porte le nom du bruit que fait un bouc. Cela recadre complètement le théâtre classique. Peut-être que Deep n'était pas si bouleversé par son sort horrible, mais juste furieux de ne pas pouvoir atteindre les notes aiguës dans son solo tragique et bêlant. 4. Imaginez-vous voyager dans le temps jusqu'au XIVe siècle et essayer de faire un compliment à quelqu'un. Vous pourriez lui dire qu'il semble être une personne très gentille, nice, en attendant un sourire. Au lieu de cela, vous recevriez un coup de poing au visage. À l'époque, nice était une façon sophistiquée et intellectuelle de traiter quelqu'un de parfait et d'absolu crétin. Dérivé du latin pour ignorant, c'était une insulte pure et simple. Le mot a ensuite entamé ce voyage bizarre et imprévisible au cours des siècles, passant de ignorant à timide, puis à tatillon, avant de finalement s'arrêter sur le compliment tiède et inoffensif qu'il est aujourd'hui. C'est la plus grande campagne de rebranding linguistique de l'histoire, réussissant à transformer un mot désignant un imbécile en quelque chose que l'on dit d'un pull quand on n'a rien de mieux à dire. 5. Le mot le plus reconnu sur Terre, le symbole universel de l'accord, OK, est le résultat d'une faute de frappe idiote et sarcastique des années 1830. Un groupe de jeunes, intellectuels, branchés de Boston, a lancé la mode d'utiliser des abréviations intentionnellement mal orthographiées comme une sorte de blague d'initié. OK était leur abréviation pour All Correct, une orthographe délibérément stupide de All Correct, qui a probablement été accueillie par un silence gêné, même à l'époque. Cette plaisanterie jetable, un mème qui aurait dû mourir en une semaine, a été d'une manière ou d'une autre reprise par une campagne présidentielle, propagée par la nouvelle technologie du télégraphe, et est devenue accidentellement le mot de référence de la planète pour dire « oui ».
Donc oui, la plus grande réussite linguistique de l'humanité, le seul mot qui jette un pont entre presque toutes les cultures, est fondamentalement une vieille blague de papa pas drôle qui a dégénéré. 6. L'un des aliments les plus populaires au monde, le sandwich, porte le nom de l'incapacité paralysante d'un homme à se déconnecter. John Montagu, le 4e comte de Sandwich, était essentiellement le premier joueur acharné au monde, sauf que son jeu était les cartes. Il restait à la table de jeu pour des marathons de 24 heures, considérant les besoins humains fondamentaux comme manger un repas avec des couverts comme une distraction ennuyeuse. Pour résoudre ce problème, Hugh a demandé à ses serviteurs de lui apporter de la viande entre 2 tranches de pain, un repas qu'il pouvait manger d'une main tout en tenant ses cartes de l'autre. Ses compagnons de jeu ont vu cet étrange aliment tenu à la main et ont commencé à demander la même chose que Sandwich. Il voulait probablement que l'on se souvienne de lui pour sa carrière politique d'homme d'État, mais au lieu de cela, tout son héritage est d'être l'éternel saint patron d'un déjeuner rapide et facile né d'une pure addiction. 7. L'histoire populaire de l'origine de sabotage est tout simplement trop cool pour être tout à fait vraie, mais elle capture parfaitement l'esprit du mot. Le récit raconte que pendant la révolution industrielle, des ouvriers d'usines français enragés jetaient littéralement leurs chaussures en bois, leurs sabots, dans les engrenages des machines massives, arrêtant toute l'opération avec un craquement satisfaisant. Bien que les linguistes pointent vers une racine plus ennuyeuse, liée au travail maladroit et inefficace effectué par des personnes portant des sabots, personne n'a jamais rallié une rébellion en criant à propos d'un travail de mauvaise qualité. L'image de « jeter littéralement un sabot dans les rouages » est tout simplement trop puissante et évocatrice. C'est un cas rare où le mot lui-même a collectivement décidé que son histoire d'origine réelle était nulle et en a adopté une beaucoup plus cool et plus rebelle. 8. Parfois, l'histoire donne un nom correct. Puis nous, le peuple, décidons simplement de nous tromper pour toujours. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Sideburns, favoris. Le style a été rendu célèbre par un général de la guerre de sécession nommé Ambrose Burnside, un homme dont la pilosité faciale était si légendaire qu'elle était pratiquement une entité distincte. Il arborait une crinière glorieuse qui descendait sur les côtés de son visage et se connectait à sa moustache, laissant son menton nu comme une piste d'atterrissage immaculée. En son honneur, ce look audacieux fut logiquement nommé Burnsides. Mais pour une raison quelconque, au cours des décennies suivantes, le monde a collectivement décidé d'inverser son nom. Il n'y a eu ni réunion, ni vote. Nous avons tous simplement convenu silencieusement de commencer à le dire à l'envers. Nous lui rendons tous hommage en écorchant systématiquement et universellement son nom. 9. Parlons du pantalon que vous portez peut-être en ce moment même. Le mot est une version triste et raccourcie de pantalon, qui ont été nommés d'après Pantalon, un personnage célèbre du théâtre de comédie classique italien, ou Commedia dell'arte. Et Pantalon n'était pas le héros ou un premier rôle suave, c'était un vieil homme ridicule, avare et stupide dont le seul but sur scène était d'être humilié et trompé par les personnages plus malins. Il était la cible de chaque blague. Ainsi, le vêtement essentiel que vous portez pour un entretien d'embauche sérieux, un événement formel ou simplement pour ressembler à un adulte fonctionnel porte fondamentalement le nom d'un clown de théâtre. Chaque fois que vous enfilez votre pantalon de travail raisonnable, vous rendez hommage sans le savoir à un bouffon. Cela ajoute une couche cachée d'absurdité historique profonde à chaque réunion d'affaires à laquelle vous avez participé. 10. Après tous ces mots aux histoires bizarres et alambiquées, nous arrivons à « whisper », chuchoter, qui a peut-être l'origine la plus idiote et la moins exaltante de toutes. Il n'en a effectivement pas. C'est un mot onomatopéique, ce qui est une façon sophistiquée de dire qu'il a été créé pour la seule raison qu'il ressemble un peu à l'action qu'il décrit. Il n'y a eu aucun événement historique, aucune traduction bizarre d'une langue ancienne, aucune roi oubliée avec un cheveu sur la langue. Quelqu'un, quelque part, il y a longtemps, a émis un son calme et essoufflé et a décidé « Oui, ça sonne comme « whisper ». C'est le mot le plus paresseux du dictionnaire. C'est comme si la langue anglaise avait un comité pour nommer les choses et qu'après une longue journée de travail créatif, ils étaient arrivés à parler calmement.
avait levé les bras au ciel et dit « Je ne sais pas, faites juste en sorte que ça ressemble à la chose ». 11. Le smoking, tuxedo. Le summum absolu de la tenue formelle masculine, symbole de sophistication, de classe et de sang-froid digne de James Bond, tire son nom d'un club de loisirs pour les super riches. En 1886, un riche héritier du tabac nommé Griswold Lorillard a décidé de se présenter au bal d'automne annuel du très exclusif Tuxedo Park Club à New York en portant un nouveau style audacieux de veste de dîner sans les traditionnelles longues queues de pie. C'était l'équivalent au 19e siècle de porter un survêtement impeccable et sur mesure aux Oscars. Mais parce qu'il était riche, au lieu d'être jeté dehors, d'autres membres l'ont imité. Le style est devenu associé à cet endroit spécifique et les gens ont commencé à appeler la veste un tuxedo. Ainsi, le vêtement le plus élégant de la garde-robe d'un homme porte le nom du Club House des riches où il est devenu une mode pour la première fois. 12. Vous feriez mieux de vous asseoir pour celui-là, car c'est une leçon magistrale de manque de tact. Le bikini, ce maillot de bain 2 pièces emblématique, synonyme de plaisirs estivaux et de vacances à la plage, porte le nom de l'atoll de Bikini, le site de l'île du Pacifique où les États-Unis ont mené pas moins de 23 essais de bombes atomiques après la Seconde Guerre mondiale. Un designer français, Louis Réard, a présenté son nouveau maillot de bain incroyablement révélateur quelques jours seulement après le premier essai nucléaire en 1946. Il a déclaré que son impact social serait aussi explosif qu'une bombe atomique. Il y a une frontière très mince entre le marketing astucieux et le fait d'être un pur maniaque, et cet homme dansait joyeusement dessus. Donc oui, ce joli vêtement de plage que vous achetez pour les vacances est nommé en l'honneur d'une arme de destruction massive qui a vaporisé une île. 13. Le mot « barbecue » a une histoire d'origine populaire qui est tellement plus cool et plus métal que la vraie que nous devrions probablement tous convenir de la rendre officielle. Le conte populaire prétend qu'il vient de l'expression française « barbe à queue », qui signifie littéralement « de la barbe à la queue ». Cela décrivait censément la méthode viscérale consistant à rôtir un animal entier à la broche en l'embrochant de son menton poilu jusqu'à sa queue. Bien que la véritable origine soit probablement un mot beaucoup plus raisonnable de la langue caribéenne taïno, barbacoa, l'histoire de la barbe à la queue est tout simplement trop belle pour mourir. C'est un exemple parfait de personnes choisissant collectivement une histoire avec plus de feu, de sang et de calembours français plutôt qu'une précision historique ennuyeuse. Cela donne un sens tout nouveau et légèrement terrifiant au fait de demander la totale lors d'un barbecue familial. 14. La logique derrière le nom de l'oiseau canari est un voyage parfait en plusieurs étapes vers un non-sens complet et absolu qui se replie sur lui-même comme une chaise de jardin cassée. Premièrement, vous avez les îles Canaries. Le nom de ces îles vient du latin Insula Canaria, qui signifie « île des chiens », à cause des grands chiens indigènes que les premiers explorateurs européens y auraient trouvés. Puis, des siècles plus tard, d'autres explorateurs ont trouvé de jolis petits oiseaux jaunes sur ces îles. Comment ont-ils décidé de les appeler? Logiquement, ils les ont nommés Canaris, d'après les îles d'où ils venaient. Récapitulons donc cette folie. L'oiseau porte le nom des îles, qui ont été nommées d'après les chiens. Votre adorable petit oiseau chanteur domestique porte, par une propriété transitive très étrange et stupide, le nom d'un chien. 15. On pourrait penser qu'un mot moderne comme « Bluetooth » aurait une histoire d'origine stérile et corporative concoctée dans une réunion de marketing. Vous auriez merveilleusement et dégoûtamment tort. La technologie, qui unit notoirement différents appareils, a été nommée dans les années 1986 d'après Harald à la dent bleue, Gormson, un roi viking loué pour avoir uni les tribus rivales du Danemark et de la Norvège. Cette partie est intelligente. La partie idiote est la raison pour laquelle il était appelé Bluetooth. Ce n'était pas un nom de bataille cool. On croit généralement qu'il avait une seule dent morte ou pourrie qui était devenue d'une couleur sombre, bleu-noir. Ainsi, la connexion sans fil high-tech et révolutionnaire qui alimente vos écouteurs est nommée en l'honneur d'un morceau de gangrène dentaire médiévale. Chaque fois que vous jumelez un appareil sans effort,
vous rendez un hommage silencieux à l'hygiène bucco-dentaire spectaculairement mauvaise d'un Viking. 16. Le mot « vilain » est un exemple fascinant et brutal de classisme pur et assumé devenu définitivement ancré dans une langue. À l'origine, cela n'avait rien à voir avec des plans machiavéliques ou des rires menaçants. Il venait du bas latin « villanus », qui signifiait simplement « villageois » ou « ouvrier agricole », quelqu'un qui travaillait dans une villa rurale ou une ferme. Les riches chevaliers et nobles en armure de l'époque méprisaient les pauvres paysans couverts de terre, travaillant la terre, et décidèrent qu'ils devaient être intrinsèquement indignes de confiance, grossiers et moralement corrompus simplement parce qu'ils n'étaient pas riches. Au fil du temps, ce snobisme aristocratique est devenu si ancré que le mot désignant un simple fermier a évolué pour devenir le mot officiel désignant un antagoniste méchant et diabolique. Être pauvre et vivre dans un village est littéralement devenu synonyme d'être le méchant. 17. Le mot « cancre », dunce, l'insulte ultime pour quelqu'un de désespérément stupide, est en fait une pièce tragique de harcèlement intellectuel qui a dégénéré. Il porte le nom des disciples d'un brillant philosophe et théologien du XIIIe siècle nommé John Duns Scott. Ses idées sur la métaphysique et la logique étaient si incroyablement complexes, nuancées et avant-gardistes qu'elles étaient, franchement, trop intelligentes pour que la plupart des gens les saisissent. Des siècles plus tard, pendant la Renaissance, les penseurs qui privilégiaient une nouvelle philosophie plus simple ont commencé à se moquer des disciples de Scott, les appelant Dunsmen ou Dunses. Ils utilisaient le nom comme raccourci pour toute personne qui s'accrochait à des idées trop compliquées et démodées. Ainsi, un mot qui signifie maintenant « idiot » est né du fait de se moquer de gens qui essayaient de comprendre l'un des plus grands esprits de l'histoire. C'est la revanche ultime des paresseux intellectuels. 18. Le mot tout à fait neutre et quotidien « gars », « Guy », comme dans « ce gars-là », a l'une des origines les plus explosives et les plus traîtresses imaginables. Il vient directement de Guy Fawkes, le tristement célèbre terroriste qui a tenté de faire sauter tout le Parlement anglais lors de la conspiration des poudres de 1605. Après sa capture, il est devenu une tradition en Angleterre de brûler des effigies de lui le jour anniversaire du complot. Ces mannequins remplis de paille étaient connus sous le nom de « guys ». Initialement, le terme « Guy » était utilisé pour désigner toute personne habillée de façon étrange ou déguenillée, se moquant de l'apparence des effigies. Mais avec le temps, l'insulte s'est estompée et, en Amérique, elle s'est transformée d'une manière ou d'une autre en terme générique de référence pour n'importe quel homme. Ainsi, le mot que nous utilisons pour un individu quelconque provient de l'effigie d'un terroriste domestique notoire. 19. Si vous traitez quelqu'un de « vandale », vous l'accusez de destruction gratuite et malveillante. Et vous perpétuez également une propagande romaine antique très efficace. Le mot porte le nom des Vandales, une tribu germanique qui a tristement saccagé Rome en 455 après J.C. Le fait est que, bien qu'ils aient certainement fait leur part de pillage, les récits historiques suggèrent qu'ils n'étaient pas plus destructeurs que les dizaines d'autres armées qui ont déferlé sur l'Empire pendant cette période chaotique. Certaines sources disent de même que leur sac de la ville pendant 14 jours a été relativement ordonné par rapport à d'autres. Mais quelques écrivains romains influents ne les aimaient vraiment pas, et ils ont écrit si efficacement sur la destruction vandalique que le nom de la tribu est devenu à jamais synonyme de saccage sans raison. C'est une campagne de dénigrement si réussie qu'elle a duré plus de 1500 ans. 20. L'origine du mot « cobalt » est un aperçu fantastique de la façon dont les mineurs superstitieux de l'époque médiévale géraient que la déception. Dans les mines d'argent d'Allemagne, ils tombaient souvent sur cet autre minerai métallique qui ressemblait un peu à l'argent mais qui leur était totalement inutile et contenait souvent de l'arsenic toxique. Frustrés, ils avaient besoin de quelqu'un ou de quelque chose à blâmer. Ils ont donc décidé que ce métal sans valeur était placé là par des gobelins souterrains malicieux, qui dans le folklore allemand s'appelaient kobolds. On croyait que ces créatures volaient le véritable argent et laissaient à sa place ce faux sosie gênant. Ainsi, un élément précieux, crucial pour la technologie moderne, porte littéralement le nom de gobelin de mine allemand mythique
parce que certains mineurs se sont mis en colère de ne pas avoir trouvé de trésor. 21. Le mot « cauchemar » nightmare semble assez simple, mais son origine est bien plus effrayante qu'un simple mauvais rêve. La partie « nuit » est évidente, mais le « mar » n'a rien à voir avec les chevaux. Dans le folklore vieil anglais et germanique, une mare, orthographiée M-A-R-E, était un type d'esprit féminin maléfique ou de gobelin. On croyait que cette créature se glissait dans les chambres la nuit et s'asseyait sur la poitrine d'un dormeur, l'écrasant, provoquant une sensation de paralysie et des visions terrifiantes. Ainsi, un cauchemar n'était pas à l'origine le mauvais rêve lui-même, c'était le nom du démon qui le causait. Cette sensation d'être incapable de bouger ou de respirer dans un mauvais rêve, connu aujourd'hui sous le nom de paralysie du sommeil, était littéralement interprétée comme une agression physique par un gobelin. Cela fait paraître vos rêves de stress concernant le retard, à un examen assez banal en comparaison. 22. Le mot « sinistre » sinister, qui signifie aujourd'hui maléfique, menaçant ou de mauvais augure, a une origine ridiculement simple et injuste. C'est juste le mot latin pour gauche. C'est tout. Dans la Rome antique et dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, le fait d'être gaucher était considéré comme malchanceux, contre nature ou tout simplement mauvais. Les augures, qui étaient des prêtres prédisant l'avenir en observant les oiseaux, considérèrent les oiseaux volant sur la gauche comme un mauvais présage. Ce biais culturel profondément ancré contre le côté gauche était si fort que le mot même pour gauche a absorbé toutes ses connotations négatives et a évolué pour devenir notre mot moderne désignant le mal pur. C'est un rappel brutal que pendant une énorme partie de l'histoire, environ 10% de la population était considérée comme intrinsèquement mauvaise simplement à cause de sa naissance. 23. Chaque fois que vous rejetez quelque chose comme trivial, vous faites référence sans le savoir au coin de rue bavard de la Rome antique. Le mot vient du latin trivium, qui signifie littéralement un endroit où trois routes se rencontrent. Ces intersections étaient des places publiques naturelles à fort passage où les gens se rassemblaient pour discuter, échanger des nouvelles et bavarder sur leurs voisins. Parce que les conversations ayant lieu à ces carrefours de trois routes étaient considérées comme des bavardages quotidiens ordinaires, plutôt que comme un discours intellectuel sérieux, le mot « trivialis » en est venu à signifier tout ce qui était banal, sans importance ou insignifiant. Ainsi, le concept de trivialité porte le nom du genre de petite discussion que vous auriez en attendant que le feu passe au vert dans la Rome antique. 24. Le concept moderne de hasard, signifiant risque, danger ou source potentielle de dommages, nous vient d'un simple jeu de dés. Le mot remonte à l'arabe « alzar », qui signifie simplement « les dés ». Le jeu, qui était un prédécesseur complexe du craps, a été apporté en Europe par les croisés et est devenu incroyablement populaire. Parce que le jeu reposait entièrement sur le lancer imprévisible des dés, le nom lui-même est devenu synonyme de chance, de risque et de fortune incontrôlable. L'idée même de danger et d'imprévisibilité dans nos vies est linguistiquement liée à l'acte de jeter une paire de cubes sur une table. C'est une pensée dégrisante de voir que nos ancêtres considéraient les plus grands dangers de la vie comme étant tout aussi aléatoires et arbitraires qu'un jeu de hasard. 25. Le mot « désastre » disaster est l'expression ultime consistant à rejeter vos problèmes sur quelque chose sur lequel vous n'avez absolument aucun contrôle. Il nous vient de l'italien « disastro », qui signifie littéralement « né sous une mauvaise étoile ». En le décomposant davantage, « di » signifie « mauvais » et « astro » signifie « étoile » ou « planète ». Ainsi, pour nos ancêtres, un désastre n'était pas seulement un événement terrible, c'était un événement terrible causé par l'alignement défavorable des corps célestes. Vous avez été licencié de votre travail? Mauvaises étoiles. Votre maison a été inondée? Les planètes sont manifestement de mauvaise humeur. C'est la forme originale, la plus cosmique de « ce n'est pas ma faute ». Bien que nous l'utilisions maintenant pour tout, des tremblements de terre à une coupe de cheveux ratée, son origine est un haussement d'épaules profond et profondément fataliste face à l'univers, affirmant essentiellement que votre malchance était écrite dans les étoiles et qu'il n'y avait absolument rien que vous auriez pu faire.
26. L'origine de malaria est un exemple parfait d'une humanité si confiante et si spectaculairement erronée sur quelque chose qu'elle donne à une maladie mortelle le nom de son idée fausse. Pendant des siècles, les personnes vivant près des marécages et des zones humides ont remarqué un lien entre les zones humides et la fièvre mortelle qui les tourmentait. Ils en sont venus à la conclusion logique, mais totalement incorrecte, que la maladie était causée par l'inhalation de l'air nauséabond des marais. Ainsi, en italien médiéval, ils ont nommé la maladie mala aria, ce qui se traduit littéralement par « mauvais air ». Ils étaient si convaincus que les fumées puantes invisibles étaient le tueur qu'ils ont ignoré le véritable coupable, les moustiques se reproduisant dans l'eau pendant des siècles. Le nom est un monument permanent à l'un des diagnostics médicaux erronés les plus importants et les plus mortels de l'histoire humaine. 27. Le whisky, ce spiritueux bien-aimé qui alimente tout, de la contemplation tranquille au choix de vie discutable, a une origine bien plus grandiose et poétique que ce que sa réputation moderne pourrait suggérer. Le nom est une version raccourcie et anglicisée du terme gaélique Wishe Beata, prononcé Ishka Baha. Cette expression se traduit littéralement par « eau de vie ». Ce n'est pas seulement un slogan marketing accrocheur. Les anciens moines irlandais et écossais, qui étaient les premiers distillateurs, croyaient sincèrement que ce spiritueux puissant était un don divin, un élixir de vie capable de guérir les maladies, de préserver la jeunesse et d'apporter chaleur et joie. Ainsi, la boisson que vous pourriez commander comme un simple whisky coca était autrefois considérée comme étant au même niveau que la fontaine de Jouvence. C'est un nom qui porte un poids divin bien plus grand que ce que la plupart des gens réalisent un samedi soir. 28. Le mot « goodbye », au revoir, est le résultat de siècles de pure paresse linguistique, un bafouillage au ralenti d'une bénédiction autrefois formelle. Il a commencé sa vie comme la phrase pieuse et réfléchie « God be with ye ». Que Dieu soit avec vous. C'était un adieu sincère et profond, souhaitant une protection divine à quelqu'un au moment de son départ. Mais avec le temps, les gens se sont lassés de tout dire. « God be with ye » a été contracté en forme plus courte comme « God boy ». Au fil des siècles, même cela est devenu trop long à prononcer. La phrase a été encore plus bafouillée, lissée et érodée par des générations de personnes pressées jusqu'à devenir le simple « goodbye » de 2 syllabes que nous utilisons aujourd'hui. Nous sommes essentiellement devenus si paresseux que nous avons transformé une belle bénédiction de plusieurs mots en un seul grognement de mots à peine reconnaissable. 29. Si vous avez déjà eu l'impression que votre hypothèque, mortgage, est un engagement écrasant qui vous suivra jusqu'à la tombe, eh bien, vous avez raison sur le plan étymologique. Le mot vient directement de l'ancien français, combinant « mort » signifiant « mort » et « gage » signifiant « promesse ». Ainsi, une hypothèque est littéralement un gage de mort. Ce nom sinistre a 2 interprétations brillantes. Premièrement, il se réfère à l'idée que le contrat meurt, soit lorsque vous remboursez enfin le prêt, soit lorsque vous ne payez pas et perdez la propriété. Plus sinistre encore, cela implique que la promesse pèsera sur vous pendant si longtemps que vous pourriez bien mourir avant d'en être libéré. C'est peut-être le terme le plus brutalement honnête et le moins édulcoré de tout le monde de la finance, et il était caché sous nos yeux depuis tout ce temps. 30. Le tank, le véhicule de combat blindé le plus redouté du XXe siècle, tire son nom d'un acte de diversion de temps de guerre ridiculement simple. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que les Britanniques développaient secrètement les premiers de ces cuirassés terrestres, ils avaient besoin d'un moyen de transporter les prototypes métalliques massifs sans alerter les espions allemands. Pour maintenir le secret, ils ont dit aux ouvriers d'usine et ont expédié les véhicules dans des caisses étiquetées « réservoirs d'eau » water tanks, destinés au front mésopotamien. L'histoire de couverture était qu'il s'agissait de transporteurs d'eau mobiles pour les troupes. Le nom était si simple et banal qu'il a parfaitement fonctionné. Le nom de code « tank » est resté parmi les soldats et les planificateurs, et au moment où les véhicules ont fait leur début terrifiant sur le champ de bataille, le nom était définitif. L'une des armes les plus redoutables de l'histoire porte le nom d'un équipement de plomberie de base. 31. Le tapis roulant, Iron Treadmill,
pour lequel vous payez un abonnement mensuel à la salle de sport, a une histoire d'origine véritablement sinistre et tortueuse. Avant d'être un appareil permettant aux amateurs de fitness de lutter contre la prise de poids défaite, c'était un véritable instrument de punition pour les prisonniers de l'Angleterre victorienne. Au XIXe siècle, des tapis roulants massifs, actionnés par l'homme, ont été installés dans les prisons. Les détenus étaient forcés de marcher sur ces marches géantes et rotatives jusqu'à 10 heures par jour, une forme de travail forcé épuisant appelée threading. Leur effort collectif et misérable était utilisé pour moudre du grain ou pomper de l'eau. Ainsi, la machine qui est aujourd'hui un symbole de santé personnelle et de discipline a été inventée à l'origine comme une punition cruelle et inhabituelle pour briser l'esprit des condamnés. Quelque chose à méditer la prochaine fois que votre entraîneur personnel vous dira de sentir la brûlure. 32. L'histoire du ketchup est un voyage bizarre qui prouve que la version originale de quelque chose peut être complètement et méconnaissablement différente de ce qu'elle devient. Le mot que nous utilisons pour cette sauce tomate rouge, épaisse et sucrée, a ses racines dans un mot chinois désignant une sauce de poisson fermenté. Cette sauce, appelée ketchup, était un condiment salé, piquant et très poissonneux, ne contenant absolument aucune tomate. Les commerçants européens ont découvert cette sauce en Asie du Sud-Est, en sont tombés amoureux et ont ramené la recette, et le nom, avec eux. Pendant des siècles, le ketchup, dans le monde occidental, était une sauce brune et fluide, faite à partir de choses comme des champignons, des noix ou des huîtres. La version à base de tomates que nous connaissons et aimons aujourd'hui n'est devenue la norme qu'à la fin du XIXe siècle. Ainsi, le ketchup original serait tout à fait horrifiant pour une frite moderne. 33. Et enfin, nous avons le dollar, la monnaie la plus célèbre de la planète. Son histoire d'origine n'est pas stupide de manière simple. C'est un long périple à travers les continents et plusieurs langues. Un désordre presque trop absurde pour être réel. Tout commence dans les années 1500 dans une ville de Bohême appelée Joachimsthal, ce qui signifie « vallée de Joachim ». Cette ville a commencé à frapper une pièce d'argent de haute qualité appelée le Joachimsthaler. Comme vous pouvez l'imaginer, personne ne voulait prononcer ce mot à rallonge, il a donc été rapidement raccourci en thaler. Cette pièce était si populaire que son nom a été adopté et adapté à travers l'Europe. En néerlandais, thaler est devenu daler. Lorsque les colons néerlandais sont venus dans le Nouveau Monde, ils ont apporté leur daler avec eux. Les anglophones, entendant cela, ont lissé la prononciation et daler est devenu dollar. Ainsi, le puissant dollar des États-Unis porte le nom du surnom raccourci d'une pièce d'argent du XVIe siècle provenant d'une vallée de ce qui est aujourd'hui la République tchèque. 901. Il s'avère que l'anglais n'est pas poli et intelligent. C'est un dépotoir d'accidents, d'insultes et d'histoires bizarres. Maintenant, dites-moi ceci. Quel argot ou même d'aujourd'hui est si stupide à s'en griller le cerveau que les gens de l'an 2400 le diront avec le plus grand sérieux? Partagez votre supposition la plus folle ci-dessous. Et si vous avez ri ne serait-ce qu'une fois, abonnez-vous et aimez.